Pour Stacy. Chapitre 1. Introduction. La plupart des énigmes auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont comme des puzzles avec des pièces manquantes. Nous essayons d'assembler les pièces du mieux que nous pouvons, puis nous devinons les pièces manquantes pour essayer de comprendre l'ensemble du tableau. Avec la consommation d'alcool et l'alcoolisme, nous avons presque le problème inverse. Nous avons trop de pièces. C'est comme un puzzle de 100 pièces, mais lorsque vous ouvrez la boîte, vous découvrez qu'il y a 10 000 pièces. Avec l'abondance d'informations sur l'alcool, l'alcoolisme et la toxicomanie, la question est: quels sont les facteurs clés à identifier pour comprendre pourquoi tant de gens consomment de l'alcool et pourquoi certains éprouvent de grandes difficultés à s'arrêter? En fait, cela devient encore plus compliqué parce qu'une partie de ces pièces dont nous avons besoin ne sont même pas dans la boîte, mais dans d'autres boîtes pour d'autres puzzles. La consommation d'alcool et l'alcoolisme se composent des effets chimiques, physiques, physiologiques et psychologiques de l'alcool sur les êtres humains et de l'impact cumulatif de ces effets. J'ai moi-même passé 25 ans de ma vie à boire, mais j'ai toujours été curieux et j'ai toujours cherché des réponses pratiques pour comprendre tout ce qui m'intéresse. Tout au long de ma vie de buveur, et même depuis que j'ai cessé de boire, j'ai effectué des recherches et j'ai cherché à comprendre les aspects particuliers des effets de l'alcool sur moi. Ainsi, lorsque j'avais une vingtaine d'années et que j'ai découvert que les nuits où je buvais, je me réveillais au milieu de la nuit et que je n'arrivais pas à me rendormir, j'ai fait des recherches sur l'impact de l'alcool sur le sommeil. Au fil des années, j'ai continué à réfléchir et à analyser ma consommation d'alcool. Je n'avais pas l'intention d'écrire sur le sujet, je m'y suis juste intéressé et j'ai cherché à le comprendre, car l'alcool avait de plus en plus d'emprise sur moi. Je l'ai fait à partir de mes propres recherches et en analysant mes expériences personnelles. Comme les choses devenaient de plus en plus désespérées, je me suis tourné vers les alcooliques anonymes en pensant que cela m'aiderait à mieux comprendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les alcooliques anonymes est essentiellement un programme spirituel. Il est basé sur la prémisse que Dieu apportera la solution. C'est bien si vous cherchez une réponse spirituelle, mais ce n'était pas mon cas. Je voulais une réponse logique et scientifique. Si Dieu, sous quelque forme qu'il ou elle puisse exister, permet à des enfants innocents de mourir d'une mort douloureuse et dégradante, pourquoi diable devrait-il me sauver, moi, un avocat de la ville d'âge moyen, de sa propre avidité pour l'alcool? Je ne discute pas de l'existence de Dieu. Je lutte simplement pour comprendre pourquoi il ou elle s'impliquerait si directement dans ce domaine et pas dans les autres. Si Dieu existe, alors il semble qu'au lieu de résoudre nos problèmes pour nous, il ou elle nous pourvoit plutôt de l'intelligence, de la compréhension, de la sagesse et de la compassion nécessaires pour résoudre nos propres problèmes. Ce que je n'ai jamais pu accepter dès le début, c'est la folie irrationnelle et collective de l'alcoolisme, l'idée qu'il est impossible d'en apporter une quelconque forme de rationalisation, à quelque niveau que ce soit, ou de comprendre les raisons pour lesquelles l'alcoolique prend chaque boisson. Certaines personnes pensent qu'elles deviennent obsédées par les choses et c'est par hasard l'alcool qui est l'objet de leur obsession. Mais si c'est le cas, pourquoi un nombre similaire de personnes ne boit pas trop d'eau ou trop de jus de fruits? On estime que 17,6 millions de personnes vivent avec une dépendance à l'alcool, et ce, seulement aux États-Unis. Vous pensez peut-être que c'est parce que boire trop d'eau n'est pas mauvais pour vous. En fait, l'hyponatrémie est une condition causée par la consommation d'une trop grande quantité d'eau et elle peut être fatale. Pourquoi est-ce par l'alcool en particulier que tant de gens deviennent obsédés? Une chose qui est devenue évidente pour moi en écoutant les buveurs, tant ceux qui ont un problème que les buveurs normaux, c'est que je n'étais pas le seul à vouloir comprendre le phénomène et, plus important encore, que les connaissances et la compréhension que j'avais pouvaient aider les autres. C'est pourquoi l'alcool expliqué existe. Il a pour but de fournir une compréhension de la consommation d'alcool, de l'alcoolisme et de la dépendance en général, et de fournir une solution pratique pour ceux qui veulent s'en défaire.
Il s'agit de mes conclusions basées sur mes recherches et observations de ma propre consommation. Pour ceux qui écoutent ce livre audio par curiosité, il n'y a aucune raison de continuer à écouter ce chapitre. Vous pouvez passer directement au chapitre 2. Cependant, pour ceux qui ont l'intention d'arrêter de boire, qui considèrent qu'ils peuvent avoir un problème lié à cela, ou qui envisagent la possibilité d'arrêter ou de réduire leur consommation, vous trouverez ci-après quelques conseils qui vous permettront de tirer le meilleur de ce livre. Avant d'écouter ce livre audio, tout d'abord, si vous buvez encore, il n'est pas nécessaire de s'arrêter avant de le faire. Il y a quelques mises en garde à ce sujet. La clé de ce livre est l'information qu'il fournit. Il ne vous sera utile que si vous pouvez comprendre et assimiler cette information. Chaque fois que vous prenez ce livre, sachez que si vous avez bu avant de commencer à écouter, votre capacité de traitement et de rétention de l'information s'en trouvera réduite. Plus vous buvez, plus cette capacité sera altérée. Il est donc préférable que vous l'écoutiez chaque jour avant de boire. Cependant, si vous êtes un alcoolique chronique, il est peu probable que vous puissiez écouter, comprendre et assimiler l'information contenue dans ce livre, tout en souffrant d'un sevrage alcoolique grave. Si vous êtes dans ce cas, la meilleure façon de surmonter le problème est de vous concentrer sur un seul chapitre par jour. Écoutez ce chapitre aussi souvent que vous le pourrez pendant la journée. Les chapitres sont assez courts et vous serez capable au cours d'une journée d'absorber, par répétition si rien d'autre, suffisamment pour comprendre l'information contenue dans ces chapitres. Deuxièmement, si vous buvez en lisant ce livre, la méthode la plus efficace pour vous arrêter est de vous assurer que lorsque vous buvez, vous le faites dans un environnement calme et privé si possible. Examinez tout ce que je dis et mettez-le en lien avec votre propre consommation d'alcool. Vous devriez vérifier tout ce que je dis à propos de votre propre consommation d'alcool. Faites comme moi et commencez à analyser et à penser à votre consommation d'alcool pendant que vous en ingérez, en vous concentrant sur le goût et l'effet de chaque boisson, sur l'effet cumulé de plusieurs boissons, ainsi que sur l'effet physique quand il commence à s'estomper. En fin de compte, ce livre n'est qu'une collection de mots, un tas d'idées. Ces idées ne vous seront utiles que si vous pouvez vous prouver qu'elles sont vraies. Enfin, vous devriez noter que boire pendant que vous écoutez ce livre ne s'applique que si vous êtes encore un buveur ou une buveuse. Si vous avez arrêté, même si ça ne fait pas longtemps, il n'est pas nécessaire de recommencer à boire avant de lire ce livre, car vous pouvez toujours tester ce que je dis en vous référant à votre mémoire et en faisant preuve de bon sens et de logique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Chapitre 2. Les effets physiologiques de l'alcool. L'alcool est un anesthésiant et un dépresseur, c'est un fait médical reconnu. C'est pourquoi il est capable d'atténuer les états de fatigue ou de douleur. Cependant, c'est aussi un fait que le corps et l'esprit humain ne sont pas passifs. Ils sont réactifs et réagissent au monde qui les entoure et aux aliments et drogues que nous y mettons. Le cerveau a sa propre réserve de médicaments qu'il libère dans notre circulation sanguine au fur et à mesure qu'ils sont nécessaires. Il les libérera en période de stress, de faim et de peur, et également en réaction aux drogues externes qui entrent dans notre système. Si nous prenons régulièrement un médicament, notre cerveau et notre corps réagiront à cela et agiront même en conséquence. En effet, plus nous prenons régulièrement un médicament externe, plus notre corps apprendra à contrer ses effets. Par exemple, je bois du café. J'en bois une assez bonne quantité le matin, puis j'ai tendance à ne plus en boire l'après-midi et le soir. Quand je me réveille le matin, je me sens souvent très fatigué jusqu'à ce que j'ai pris mon café. Mais avant de boire du café, je n'avais pas cette sensation de fatigue et je me sentais comme maintenant après avoir bu un café, c'est-à-dire assez gai et léger. Tout cela est tout à fait logique.
Quand j'étais enfant, et même adulte, quand je ne buvais pas régulièrement de caféine, et que je me réveillais, mon cerveau libérait des stimulants dans mon système et je me sentais réveillé et prêt à commencer la journée. Puis, à un moment donné, j'ai essayé le café. Le café contient de la caféine, un stimulant, qui m'a fait me sentir tout de suite plus éveillé. J'ai donc commencé à prendre un café le matin de façon régulière. Cependant, mon cerveau s'est rendu compte qu'un stimulant étranger était introduit en moi le matin, alors il a cessé de libérer son propre stimulant. Depuis, sans ma dose matinale de caféine, je me sens fatigué et désorienté, et quand j'ai bu ma caféine, je me sens à peu près comme je le devrais. Je sais aussi, grâce à l'arrêt de la caféine, que l'organisme réagit également lorsque le café est retiré. La sensation de fatigue se ressent de moins en moins, jusqu'à s'estomper entièrement en 4 à 5 jours. Tout ce qui se passe, c'est que mon corps compense à nouveau le manque de stimulants externes et revient à fournir son propre stimulant. La majorité des gens peuvent s'identifier à cette expérience. Donc, si nous acceptons que le corps agisse de cette façon par rapport à un stimulant, pourquoi ne réagirait-il pas de la même façon face à un dépresseur? En d'autres termes, tout le monde sait que plus nous buvons, plus nous développons une tolérance à l'alcool et plus nous sommes capables de boire. À un moment donné de sa vie, Richard Burton buvait 3 ou 4 bouteilles de spiritueux par jour. La plupart des gens ne boivent même pas autant d'eau par jour. Richard Burton était évidemment un homme très fort physiquement pour être capable d'ingérer autant d'alcool en une journée, mais même lui a dû avoir besoin de temps pour atteindre de telles quantités. Même la personne la plus forte de la planète ne pourrait pas s'asseoir, boire 4 bouteilles d'alcool en un jour et s'attendre à survivre si elle n'a jamais bu une goutte d'alcool auparavant. Si vous comparez la quantité que vous pouviez supporter facilement lorsque vous avez commencé à boire par rapport à la quantité que vous pouviez boire après quelques années, je suis sûr que vous verrez une augmentation marquée. Il s'agit d'une chose assez banale et en aucun cas controversée, et il en va de même pour beaucoup d'autres choses comme le tabagisme, la consommation de caféine, etc. Mais combien d'entre nous se sont arrêtés pour réfléchir aux changements qui nous permettent d'absorber une plus grande quantité d'un poison particulier, une quantité qui nous aurait rendus extrêmement malades ou même morts si nous l'avions bu au départ? Ce n'est pas, par exemple, parce que notre foie est devenu plus fort. Le foie n'est pas un muscle qui, lorsqu'il est sollicité, devient plus robuste. En fait, plus nous en abusons, plus il s'affaiblit. Alors, qu'est-ce qui change? Les changements sont en fait de 2 ordres. Premièrement, les parties de notre cerveau et de notre système nerveux, qui sont particulièrement vulnérables aux effets dépressifs de l'alcool, deviennent plus sensibles, de sorte qu'elles peuvent travailler même sous l'influence des effets anesthésiants de l'alcool. Deuxièmement, l'organisme devient plus apte à fabriquer et à libérer des stimulants et des hormones de stress pour contrecarrer les effets de l'alcool. C'est une réaction parfaitement naturelle et saine. C'est le corps humain qui s'occupe des effets toxiques d'une substance externe et qui s'y oppose afin que nous puissions y survivre. Plus l'être humain est fort et en bonne santé, plus son corps est compétent pour contrer les effets toxiques de l'alcool de cette façon. Il est également vrai que plus nous buvons de l'alcool en grande quantité, plus notre corps devient efficace au fil du temps pour le combattre. Cependant, aussi naturel et sain qu'il soit, le fait est que lorsque nous avons des parties de notre cerveau et de notre système nerveux qui sont plus sensibles, ainsi qu'une quantité accrue de stimulants et d'hormones de stress dans notre système, nous nous sentons non seulement tendus, mais aussi exceptionnellement nerveux et anxieux. Plus nous buvons, plus ce sentiment de nervosité et d'inquiétude est prononcé lorsque l'alcool s'estompe, et il est tout à fait habituel qu'il provoque une dépression totale. Après tout, l'alcool disparaîtra, mais la sensation de nervosité causée par l'augmentation de la sensibilité et des stimulants demeurera pendant un certain temps après. Il existe de nombreuses études traitant de ces 2 effets. Cependant, à des fins pratiques, la science qui les sous-tend n'est pas pertinente.
Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet relaxant d'une boisson est rapidement remplacé par le sentiment d'anxiété qui y correspond. Un seul verre produira une sensation de relaxation relativement mineure et, par conséquent, une sensation d'anxiété mineure. Cependant, si nous consommons de plus grandes quantités, le sentiment d'anxiété augmentera en conséquence et pourra passer de l'anxiété à la dépression totale. Il est également vrai qu'avec le temps, les effets deviennent plus prononcés à mesure que l'organisme devient plus efficace pour contrer les effets de l'alcool. Il existe en fait un lien très clair entre la dépression et l'alcool, et l'automutilation et le suicide sont beaucoup plus fréquents chez les personnes ayant des problèmes d'alcool. En effet, l'alcoolisme est un facteur dans environ 30% de tous les suicides réussis et environ 7% de ceux qui ont une dépendance à l'alcool finiront par se suicider. Aux États-Unis, dans les cellules de dégrisement, un gardien surveille constamment les détenus qui ont la gueule de bois car ils sont beaucoup plus susceptibles de tenter de se suicider. Certaines personnes prétendront sûrement que les personnes atteintes d'une maladie mentale sont plus sujettes à l'alcoolisme et à la dépression. Cela peut être le cas ou non, mais le fait est que les gueules de bois causent la dépression, que vous soyez mentalement malade ou non. Même pour les personnes n'ayant pas de problème de santé mentale, le sevrage de l'alcool ne fera qu'empirer les choses. Peu importe la gravité de votre état, votre situation empirera largement si vous buvez. Le remords de l'alcoolique est un symptôme très courant de la gueule de bois. On suppose généralement que cela est dû à des choses que la personne a faites lorsqu'elle était en état d'ébriété et qu'elle regrette ensuite le lendemain. Cela peut exacerber le problème, mais la vraie cause en est le déséquilibre chimique dans le cerveau et le corps. C'est pourquoi les gens se sentent souvent déprimés le lendemain de la consommation d'alcool, et lorsque nous sommes déprimés, nous nous concentrons naturellement sur les aspects les plus négatifs de notre vie, quels qu'ils soient, même s'il s'agit de choses mineures qui, en temps normal, ne nous accableraient pas outre mesure. Bien sûr, plus nous passons de temps à nous concentrer sur les pires aspects de notre vie, plus nous devenons malheureux. Et comme nous sommes déprimés de toute façon en raison du déséquilibre chimique de notre cerveau, alors nous sommes plus susceptibles de considérer ces choses négatives comme accablantes et terribles, et donc d'avoir un moral qui descend en flèche. C'est pourquoi on a tendance à tenir compte de facteurs comme la colère, la culpabilité et le regret lorsqu'on tente de répondre à la question de savoir pourquoi les gens développent un problème d'alcool. Lorsqu'une personne est déprimée parce qu'elle a consommé de l'alcool, elle ne l'est pas pour une raison réelle, mais parce qu'elle a eu une réaction chimique directe à la consommation d'alcool précédente. Cependant, cette dépression l'amène à s'attarder sur tout ce qu'elle peut avoir de négatif dans sa vie. L'esprit qui a la gueule de bois trouvera toujours une façon inquiétante de voir les choses et se concentrera dessus. C'est essentiellement ce que le buveur chimiquement déprimé fait de sa vie. Chaque être humain sur la planète a un certain nombre de choses négatives dans sa vie qu'il peut ressasser s'il veut, ou s'il est déprimé en raison d'un déséquilibre chimique dans son cerveau, qu'il soit causé par la boisson ou autre chose. Cependant, lorsque la dépression est causée par un déséquilibre chimique qui, en soi, est causé par une consommation antérieure d'alcool, elle peut être soulagée par une consommation accrue. Imaginez que le cerveau fonctionne normalement. Nous introduisons ensuite un dépresseur, de l'alcool. Le cerveau ne peut pas continuer à fonctionner normalement. Une partie du cerveau devient donc plus sensible afin de pouvoir encore fonctionner sous l'influence du dépresseur. L'alcool est ensuite éliminé, mais les stimulants restent et nous nous sentons nerveux, anxieux, mal à l'aise et même complètement déprimés. Mais si nous buvons plus d'alcool, nous nous débarrassons immédiatement de ce sentiment de nervosité, d'anxiété et de dépression. Essentiellement, la dépression découle du fait que le cerveau a été remis au travail lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool et qu'il tourne à plein régime une fois que les effets de l'alcool se sont estompés. Par conséquent, si notre buveur déprimé prend un verre, le cerveau redevient plus près du niveau normal et, surprise, il ou elle se sent beaucoup mieux et les choses négatives sur lesquelles il ou elle s'est concentré dans sa dépression sans alcool cessent soudainement de l'inquiéter ou elle l'inquiète beaucoup moins.
Ils croient donc sincèrement qu'il y a certaines parties de leur vie qui les font souffrir et déprimer, et que la consommation d'alcool soulage cela. En fait, oui, mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est l'alcool qui est à l'origine de la dépression. La dépression n'est pas seulement causée par le déséquilibre chimique résultant des abus de boissons, elle est aussi exacerbée par les effets secondaires physiques tels que le manque de sommeil, qui est traité en détail dans un chapitre ultérieur, les nausées et la dégradation physique en général. Tout cela contribue à notre état dépressif. Soit nous souffrons des effets néfastes de l'angoisse mentale et de la dépression jusqu'à ce qu'elle s'estompe, soit nous recommençons à boire. Si nous recommençons à boire, l'alcool diminue les effets secondaires physiques, de sorte que nous nous sentons immédiatement mieux. Cependant, lorsqu'il disparaît, la dépression et l'anxiété reviennent. C'est l'un des éléments clés pour comprendre l'alcool. Il soulage la dépression et l'anxiété causées par les effets des boissons précédentes. Le buveur en question peut avoir autant de succès, de chance, de richesse, de célébrité ou de puissance qu'il est possible d'en avoir. Peu importe quel être humain il est ou ce qu'il possède. Il peut être la personne qui réussit le mieux au monde. S'il s'est mis une bonne vieille mine la veille au soir, il se réveillera déprimé et seul un autre verre lui enlèvera cette dépression. L'alcoolisme et la consommation problématique d'alcool semblent souvent illogiques aux yeux des gens de l'extérieur, mais également aux yeux des buveurs eux-mêmes. Cependant, il n'y a rien d'illogique à cela. Préféreriez-vous tout avoir et être déprimé? Et par déprimé, je veux dire déprimé correctement, chroniquement déprimé? Ou préférez-vous ne rien avoir et être heureux? C'est le choix auquel l'alcoolique est confronté. Peu importe ce qu'il a, l'effet chimique de l'alcool le rend déprimé et malheureux. Et seul un verre peut soulager ça. Même si vous pensez que vous choisirez de tout avoir et d'être déprimé, combien de temps pensez-vous que vous tiendriez si vous pouviez faire une chose pour soulager votre dépression et que cette chose était disponible gratuitement et vous était offerte plusieurs fois par jour et que tout le monde autour de vous en buvait avec bonheur? C'est pourquoi l'alcool peut avoir une telle emprise sur les gens, les poussant à sacrifier leurs amis, leur famille, leur travail, leur maison, voire même leur vie. En voyant des gens célèbres et prospères alcooliques, les gens se demandent pourquoi ils sont si malheureux et se tournent vers la boisson alors qu'ils semblent tout avoir. En fait, ils font simplement ce que tout le monde fait. Ils boivent parce qu'ils se sentent bien, mais avec le temps, la boisson elle-même les rend malheureux. Cependant, ils ne s'en rendent pas compte, car c'est aussi la boisson qui semble soulager leur malheur, alors ils continuent à boire et exacerbent le problème. Les gens riches et prospères sont tout aussi susceptibles de boire que n'importe qui d'autre. En fait, ils sont souvent plus susceptibles de boire et d'en abuser. Pour la plupart des gens, leur consommation d'alcool est tempérée par le fait qu'ils doivent aller travailler ou qu'elle est limitée par des contraintes financières. Pour des gens célèbres comme les stars de cinéma et les musiciens, non seulement ils ont plus de temps libre, mais ils passent aussi beaucoup plus de temps à fréquenter des lieux où on sert des boissons alcoolisées, ils ont plus d'argent à dépenser pour boire, ils peuvent souvent travailler sous l'influence de l'alcool, et ils sont donc plus susceptibles ou plus capables de consommer de manière irresponsable et d'avoir des problèmes d'alcool. C'est pourquoi tant d'alcooliques croient qu'ils sont une race à part. Ils ne sont pas heureux, peu importe ce qu'ils ont dans la vie, et la seule chose qui peut vraiment soulager leur souffrance est un verre. Peu importe ce qu'ils ont dans la vie et peu importe à quel point ils devraient être heureux, ils seront déprimés à cause du déséquilibre chimique causé par la boisson. Et ils croient que cette dépression ne peut être soulagée que par plus de boissons. C'est bien sûr exact, mais la partie cruciale qui leur manque, c'est que c'est l'alcool qui les a fait déprimer en premier et que le soulagement de cette dépression par l'alcool est partiel et temporaire. Le seul remède permanent et complet, c'est d'arrêter de boire. L'ironie, c'est que les buveurs problématiques dépensent souvent des milliers de livres sterling en psychothérapie coûteuse pour comprendre pourquoi ils sont si malheureux, afin de pouvoir à leur tour arrêter de boire. Mais en fait,
ils doivent procéder exactement de la manière inverse. Arrêter de boire, laisser les effets s'estomper, puis faire le point sur leur vie. Ils constateront que les choses pour lesquelles ils devenaient déprimés lorsqu'ils buvaient cessent de les inquiéter ou, à tout le moins, deviennent beaucoup plus faciles à gérer et moins pénibles à maîtriser. Vraiment, quoi de plus addictif qu'une substance qui enlève la dépression dont vous souffrez, peu importe à quel point vous devriez être heureux. Bien sûr, tout comme il y a des choses négatives dans la vie de chaque être humain sur lesquelles il peut s'attarder s'il est déprimé en raison d'un déséquilibre chimique dans son esprit, il y a aussi des choses qui sont vraiment déprimantes, même s'il n'y a aucun déséquilibre chimique. L'alcool, étant un dépresseur, enlèvera aussi la tension. Cependant, lorsqu'elle disparaîtra, le buveur se retrouvera non seulement avec l'événement déprimant, mais aussi avec les séquelles de la boisson, ce qui ne peut qu'exacerber la misère. En termes très simples, si vous avez un problème, boire ne le résoudra pas. En fait, cela ne fera qu'empirer les choses. Les choses qui sont vraiment terribles, mais gérables, peuvent devenir vraiment terribles et insupportables si l'on tient compte des conséquences déprimantes de la consommation d'alcool. S'il est vrai que l'alcool cause l'anxiété et la dépression, puis les soulage ensuite, alors presque tout le monde serait alcoolique dès le début et il n'y aurait guère de gens sobres sur la planète. En outre, le simple fait d'expliquer la situation permettrait de guérir immédiatement tout buveur alcoolique ou à problème, ou tout autre type de buveur. Si vous êtes anxieux et déprimé pour quelque raison que ce soit, et que quelque chose vous soulage, cela ne signifie pas que vous devenez immédiatement dépendant de cette substance. Vous voudrez peut-être soulager votre anxiété et votre dépression si vous en souffrez à nouveau. Mais si quelqu'un vous expliquait que la substance était en fait un poison, que si vous le preniez, vous perdriez votre emploi, votre maison, vos amis, votre famille, votre estime de vous-même et même votre vie, et que dans tous les cas, c'est cette substance qui cause la dépression, vous arrêteriez très probablement de la prendre facilement et sans problème. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que cela. Alors, quels sont les facteurs supplémentaires qui font qu'une substance peut créer une dépendance, c'est-à-dire quelque chose que vous serez forcé de prendre contre votre gré, bien qu'il vous soit catégoriquement prouvé que la substance est la cause et non la guérison de vos problèmes, et que non seulement elle vous tuera, mais elle vous volera aussi vos amis, famille, travail, maison et estime de vous avant que cela se fasse. Pour le comprendre, nous devons maintenant quitter les domaines de la chimie et de la physiologie pour nous intéresser à celui de la psychologie, en particulier à notre subconscient. Rappelons qu'une énorme cuite provoquera un sentiment de dépression le lendemain, mais qu'une consommation d'alcool à une échelle moindre aura un impact négatif, mais à une échelle réduite en conséquence. Un seul verre produira une sensation d'anxiété correspondante, mais celle-ci sera presque imperceptible. Imperceptible pour notre esprit conscient au moins, mais pas pour notre subconscient. Chapitre 3. Le subconscient. La partie consciente et pensante de notre cerveau représente 17% de l'ensemble de celui-ci. Le reste, c'est le subconscient. Le cerveau reçoit environ 2000 bits d'informations par seconde et la grande majorité d'entre elles est acheminée vers le subconscient. Le rôle du subconscient est essentiellement de traiter l'information que vous n'avez pas la capacité de traiter consciemment. C'est le subconscient qui nous fait agir instinctivement. Qu'entendons-nous instinctivement par « je sais ce que je devrais faire, mais je n'en ai pas la raison logique ». En fait, lorsque vous agissez instinctivement, il y a une raison logique à cela. Et la raison en est qu'au cours de votre vie, votre subconscient a reçu et traité des données, et c'est sur la base de cela qu'une décision instinctive est prise. Elle est fondée sur l'essai et l'erreur. Si vous faites quelque chose 1000 fois avec le même résultat, il sera programmé dans votre subconscient. Plus vous le faites, plus il s'enracine profondément. En fait,
la grande majorité de l'information qui est transmise au subconscient est simplement ignorée. Ce n'est que lorsque des données identiques ou similaires sont reçues à maintes reprises, avec des résultats identiques ou similaires, qu'elles commencent à s'enregistrer dans le subconscient, et avec le temps, elles deviennent une partie importante et influente de notre raisonnement subconscient. Par exemple, c'est pour cela que, si le conducteur de la voiture dont je suis passager freine trop tard, mon pied se serre. Il n'y a pas de raison logique à cela, il n'y a pas de frein côté passager. Mais depuis des années, en tant que conducteur, mon subconscient a assimilé le message que l'extension de ma jambe gauche ralentit un véhicule. Un autre exemple, à chaque fois que je fais un pas dans un escalator qui n'est pas en marche, je fais quand même une embardée quand bien même mon esprit conscient sait qu'il ne bouge pas. Bien que mon esprit conscient sache que l'escalator ne bouge pas et que je dois l'utiliser comme s'il s'agissait d'un escalier normal, mon subconscient surgit de nulle part et me dit que les escalators bougent et que je dois adapter ma démarche quand je veux les emprunter. Mon subconscient gagne toujours et je monte sur l'escalator avec exactement la bonne coordination musculaire pour rencontrer un plancher en mouvement, et comme il ne bouge pas, je trébuche légèrement. Le subconscient gagne souvent parce que c'est une force extraordinairement puissante et qu'il faut une concentration intense pour la contrer, et lorsque je marche dans une gare de banlieue bondée aux heures de pointe, je n'ai tout simplement pas le temps ou l'envie de contrer mon subconscient. Nous appelons souvent le subconscient instinct, mais ce n'est pas l'instinct, et par là j'entends une force presque surnaturelle qui nous pousse à agir ou à réagir d'une certaine manière. Il repose sur notre expérience personnelle issue d'années d'essais et d'erreurs. Il y a plusieurs points à noter. Premièrement, le subconscient est extrêmement puissant et il faut un effort conscient pour le neutraliser. Deuxièmement, il est fondé sur l'expérience et l'erreur. Plus quelque chose se passe avec le même résultat ou un résultat similaire, plus cela devient profondément enraciné dans notre subconscient. Enfin, il est impossible de connaître les véritables raisons derrière l'élément déclencheur subconscient et il n'est pas non plus possible d'en analyser les raisons de manière logique. Lorsque je monte sur un escalator à l'arrêt, je ne me souviens pas de la myriade de fois où j'ai marché sur un escalator en mouvement. C'est basé entièrement sur la mémoire subconsciente et de ce fait, l'esprit conscient ne peut pas se souvenir de tous les cas isolés qui ont participé à la construction de l'élément déclencheur subconscient. Alors, quel est le rapport avec l'alcool ? Simplement ceci. Chaque boisson alcoolisée que n'importe quel être humain a déjà bu a provoqué une sensation de détente suivie d'une sensation d'anxiété correspondante. Un seul verre provoquera une sensation de détente, mineure et presque imperceptible, puis une sensation d'anxiété, surtout si nous sommes occupés à d'autres choses, par exemple si nous sommes en train de discuter ou de dormir. Un autre verre soulagera ce sentiment d'anxiété très mineur, en plus de toute autre anxiété que nous ressentons à ce moment-là. Cela peut ou non s'enregistrer dans votre esprit conscient, mais cela passera à coup sûr à travers votre subconscient. Il passera à travers votre subconscient sans avoir d'impact la première, la deuxième ou la troisième fois, mais la répétition finira par être repérée par votre subconscient qui traitera les données et en tirera des conclusions. Et la conclusion sera la suivante. Une boisson alcoolisée soulagera l'anxiété et la dépression. Et au fil des jours, des semaines, des mois et des années, ce message se renforcera de plus en plus dans votre subconscient jusqu'à ce que chaque fois que vous souffrez de stress ou d'anxiété, votre esprit déclenche la pensée instinctive que vous avez besoin d'une boisson alcoolisée pour soulager le stress et l'anxiété, et cette pensée deviendra toujours plus forte car le message est continuellement renforcé. Votre subconscient reconnaîtra qu'une boisson alcoolisée soulage les sentiments d'anxiété et de dépression parce que la boisson et le soulagement sont chronologiquement proches. Vous prendrez un verre et très peu de temps après, vous ressentirez le soulagement. Cependant, il n'associera pas la boisson alcoolisée à la cause de l'anxiété et de la dépression, car il faut beaucoup plus de temps pour que ces ressentis s'accumulent après la consommation de la dernière boisson alcoolisée. De cette façon,
le subconscient omet cette information clé, que c'est l'alcool qui est à l'origine de la sensation d'anxiété. Ainsi, bien que nous puissions comprendre à un niveau conscient et logique que c'est l'alcool qui a provoqué l'anxiété en premier lieu, et que le bienfait de l'alcool est en fait de soulager un symptôme dont il est largement la cause, cela ne nous empêchera pas de vouloir un verre parce que l'esprit subconscient continuera à susciter un désir pour un verre alcoolisé chaque fois que nous éprouvons de l'anxiété ou une dépression, que ce soit à cause du sevrage alcoolique ou d'autres choses. La durée écoulée entre la consommation d'une substance et ses effets est essentielle, non seulement pour comprendre l'alcoolisme, mais aussi pour comprendre la dépendance en général. Plus vite l'effet d'une drogue se fait sentir après sa consommation, plus vite le subconscient liera l'un à l'autre et plus vite et plus efficacement la dépendance s'installera. L'effet d'une drogue se fait sentir lorsqu'elle pénètre dans la circulation sanguine, de sorte que plus vite elle est consommée, plus elle crée une dépendance. Par ordre de vitesse du plus rapide au plus lent, les manières de consommer une drogue sont de 1. S'injecter, qui place la drogue directement dans la circulation sanguine. 2. Fumer. La fumée se diffuse directement dans les gros vaisseaux sanguins qui reçoivent le sang oxygéné directement des poumons et affectent l'utilisateur en moins d'1 seconde après la première inhalation. 3. Sniffer. Le médicament est absorbé dans la circulation sanguine par le tissu mou des sinus paranasaux. 4. Ingérer. Il s'agit de la méthode la plus lente, car la drogue doit passer par l'estomac et dans l'intestin grêle avant d'être absorbée dans la circulation sanguine. Évidemment, la méthode presque universelle pour consommer de l'alcool consiste à l'avaler. C'est pour cela que l'alcool se classe parmi les drogues dont le développement de la dépendance prend le plus de temps. En fait, le laps de temps qui s'écoule entre l'ingestion de l'alcool et le moment où nous ressentons ses effets peut varier considérablement selon les circonstances, principalement selon que l'estomac est plein ou vide, si nous avons fait de l'exercice et aussi selon le taux d'alcool de la boisson en question. Une boisson plus forte entraînera une absorption plus rapide dans le sang. C'est pour cette raison que tant de gens préfèrent boire avant un repas et ou après un exercice physique, et c'est aussi pour cela que la consommation de spiritueux, par opposition au vin ou à la bière, est associée à l'alcoolisme. Il est également vrai que lorsque les gens commencent à devenir dépendants à l'alcool, ils ont souvent tendance à manger moins, ce qui est traité plus en détail plus loin dans ce livre, et ils deviennent physiquement affaiblis, avec pour résultat que l'alcool est absorbé dans le sang encore plus rapidement et que le processus de dépendance s'accélère. Donc, si nous prenons un alcoolique ou un buveur problématique et que nous lui expliquons comment l'alcool agit sur les plans chimiques et physiologiques seulement, il se peut, et il devrait le faire, qu'il en arrive à la conclusion qu'il est préférable de ne pas boire, et que la seule chose logique à faire est d'arrêter. Cependant, lorsqu'ils arrêteront de boire, ils souffriront d'anxiété et de stress, causés soit par le sevrage de l'alcool à court terme, soit par le stress et les tensions de la vie en général dont souffre chaque être humain à un degré ou à un autre. Chaque fois qu'ils souffrent de ce stress, leur subconscient va déclencher l'idée de boire une boisson alcoolisée et la durée de ces envies dépendra directement de la durée pendant laquelle la personne a bu. Plus la durée de la consommation globale d'alcool est longue, plus les éléments déclencheurs subconscients sont profondément enracinés. Ces éléments déclencheurs subconscients expliquent pourquoi certaines personnes pensent régulièrement à l'alcool. En fin de compte, ils ne font que déclencher l'idée d'un verre. L'idée n'est pas plus forte que « si on prenait un verre ». Cela n'explique pas pourquoi certaines personnes sont prêtes à abandonner tout ce qui leur est le plus cher, y compris leur vie même, pour continuer à boire. La raison en est que ces éléments déclencheurs subconscients mènent à un autre processus psychologique connu sous le nom d'état de manque qui, combiné aux éléments déclencheurs subconscients, explique vraiment pourquoi il est si difficile pour certaines personnes d'arrêter ou de contrôler leur consommation. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.